Bienvenue au premier épisode de la série de podcasts intitulée In Varietate Concordia. Unity in Diversity, l'unité dans la diversité. C'est une initiative prise par Europa Nostra, la voix européenne de la société civile engagée pour le patrimoine culturel, ensemble avec notre association membre, Centro Nacional de Cultura, avec le soutien précieux de la Fondation Calouste Gulbenkian. L'idée de cette série, c'est d'avoir des entretiens avec d'éminentes personnalités européennes, des entretiens sur la place de la culture, du patrimoine culturel pour la qualité de vie de notre vie et de nos citoyens, du bien-être de notre société, pour améliorer l'avenir de notre Europe et de notre planète. J'ai la joie d'animer ces entretiens. Mon nom est Snežka Kvatvlich-Mihailović. Je suis la secrétaire générale d'Europa Nostra. Et l'Europe et le patrimoine culturel, c'est la mission et la passion de ma vie. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous sommes au siège de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne. Et nous avons le privilège d'avoir la première invitée, d'avoir comme interlocuteur une grande personnalité européenne et une citoyenne du monde de culture portugaise, Maria João Pires, légendaire pianiste, éducatrice, enseignante, humaniste. Bienvenue, merci. Maria João. Merci. Merci d'accepter d'être le premier interlocuteur de In Varietate Concordia. Nous voulons parler avec vous de Concordia, nous voulons parler avec vous d'Europe. C'est un grand privilège pour moi. Merci beaucoup. Et si nous sommes à Lisbonne, ici à la Fondation Gulbenkian, nous sommes à Lisbonne, la ville où vous êtes né. La ville où je suis née, oui. Votre ville. Et si nous sommes là ensemble, c'est aussi parce que demain, vous allez recevoir le prix Helena Vaz da Silva pour la promotion de la culture et du patrimoine culturel européen. Vous avez reçu tant de prix. Il n'y a pas de prix que vous n'avez pas reçu. L'année dernière, c'est le Japon qui vous a honoré avec le Premio Imperiale. Mais cette année, c'est l'Europe tout entière qui honore votre vie et votre œuvre au service justement de la promotion de l'Europe de la culture. Qu'est-ce que ça représente? Deux pays, l'Europe, c'est mon foyer. Et puis le Japon, c'est le premier pays que j'ai connu vraiment bien quand j'étais jeune. Donc, et sa culture m'a vraiment passionnée à travers beaucoup de choses comme le théâtre japonais et la façon dont on abordait la perfection et l'art et le soin. Ça m'a toujours frappé beaucoup. Donc le Japon a été le pays qui m'a plus frappé dans ma vie. En dehors de l'Europe. En dehors de mon foyer, qui était l'Europe. Voilà. Je pense que l'Europe, c'est beaucoup de pays qui devraient être intégrés, qui devraient auto-intégrer dans le domaine culturel et aussi avec un cœur, avec une façon d'acceptation de l'autre culture et non de divergence. La divergence, elle alimente l'acceptation des cultures qui s'entremêlent, qui s'alimentent les unes aux autres. Et pour justement aimer ces divergences, il faut savoir écouter. Je sais que vous soulignez tellement l'importance de l'écoute. Oui. Au fond, l'écoute et l'action, elles terminent par se mélanger.
Parce que écouter, c'est aussi une action, c'est aussi quelque chose d'actif. J'écoute avec toutes mes capacités, même physiques. Donc, pas seulement la musique, j'écoute l'autre. Écouter l'autre, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie depuis le début. On doit apprendre ça comme en étant enfant, à l'école. Et il semble que le sens de l'ouïe est le premier sens de l'embryon. Oui. Que même avant de voir le monde, oui. L'embryon entend. Oui, certainement, parce qu'on a les yeux fermés. Ouais. Exactement. Et donc, vous pensez que Et on lui, écoute, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on écoute suffisamment? Est-ce qu'on écoute suffisamment? Je ne pense pas qu'on écoute suffisamment, et on écoute chaque fois moins dans notre monde compétitif, dans notre monde où ce qu'il faut connaître, c'est être préparé à la guerre, c'est être préparé à la compétition, c'est être préparé à l'ennemi. Et je ne pense pas qu'on prépare l'enfant à l'école pour accepter ses divergences et se connaître et se reconnaître. Je pense qu'on ne donne pas cette possibilité à l'enfant aujourd'hui. Et ça, c'est très dommage parce qu'on perd, surtout l'Europe, devrait savoir garder cette capacité de la communication passif et actif. Mais actif. D'où l'importance de la musique. Oui. Parce que la musique, on doit l'écouter si on veut vraiment. Hein. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, écouter la musique, c'est aussi un enseignement à la démocratie et à une société plus harmonieuse? C'est certainement un enseignement, écouter la musique. L'écoute nous permet toujours de comprendre la vibration. La vibration du corps, c'est la reconnaissance de nous-mêmes. Donc on a peut-être tendance plus à rendre intellectuel la littérature, les autres arts. Mais à travers la musique, si on apprend à reconnaître et à sentir la vivration, on apprend aussi à comprendre tous les arts. Et puis les arts sont un art, c'est l'art de vivre. Vivre en art, ce n'est pas vivre sans, comment dire, on se reconnaît comme des êtres intégrés. Le côté intellectuel, le côté pragmatique, le côté d'être capable de planifier, d'être capable, toutes les capacités cognitives doivent constamment être intégrées à notre humanité. Si on n'intègre cette pas, approche holistique à notre être. Oui, on perd finalement notre identité basique, c'est notre nature. Est-ce qu'on doit perdre notre nature? Je ne sais pas, moi je pense que non. Moi je suis contre l'idée de perdre la nature, non seulement pour moi, mais pour tout le monde, surtout pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose que vous avez porté, ce message, par vos activités toute votre vie. Oui. Donc vous n'avez jamais pensé que c'était uniquement, vous étiez une artiste et vous êtes quelqu'un qui fait de la performance. Vous étiez quelqu'un, la musique, c'était pour vous un moyen. Un moyen de communiquer. En fait, en réalité, je ne me suis jamais vraiment intéressée au côté performance ou au côté du spectacle. Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à ça. Je me suis toujours passionnée par la transmission.
Et ce qui est assez intéressant, vous n'étiez pas intéressé à cela, mais vous étiez devenue là une des plus grandes pianistes, mais sans que ce soit un objectif en soi pour vous. C'était jamais un objectif, mais peut-être que c'était ma nature enthousiasmée qui a fait que j'ai appartenu à la scène pendant beaucoup d'années. J'étais sur scène pendant beaucoup d'années. Je crois que c'était mon enthousiasme pour la transmission. Et la connexion, parce que je me suis dit, effectivement, je vous imagine, vous êtes sur scène et vous avez plusieurs connexions là sur scène. Vous avez d'abord la connexion avec le piano. Ça doit être une conversation continue extraordinaire entre vous et l'instrument, ce merveilleux instrument de piano. Je pense que l'instrument serait peut-être plus un moyen de communication avec, parce que je suis interprète, je ne suis pas compositeur. Donc le piano serait l'instrument qui me permet d'écouter le compositeur d'une façon sonore, d'une façon qui est reliée à la vibration. Exactement. Donc ça, c'est cet instrument qui vous permet le pont à dialoguer avec tous les compositeurs dont vous êtes interprète. Et donc justement, c'est cette autre connexion. Et je me dis, comment se passe cette communication entre vous et Mozart, et vous et Chopin, et vous et Beethoven? Je pense que c'est une connexion que nous avons tous les humains, d'avoir une connexion naturelle avec la source des choses. Donc, pas seulement avec Mozart ou Beethoven ou le compositeur lui-même comme identité, mais reconnaître son identité est une façon d'avoir un lien naturel avec la source. Oui, donc c'est plus avec leur œuvre que donc c'est pas tellement la personnalité du compositeur, c'est ce qui est le génie créateur quelque part qui est écrit sur la partiture. Oui. Je me souviens, en étant encore enfant, d'avoir ma mère me donner des livres sur l'histoire de la musique, sur un compositeur. Imaginez, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, j'ai découvert un livre sur Beethoven. Et je sentais que le livre était juste une confirmation de ce que j'avais découvert à travers la partition. Donc ce qu'il faudrait enseigner aux enfants, c'est que la partition n'est pas un livre qu'on lit d'une façon ou qu'on déchiffre d'une façon froide et simple, mais qu'on découvre comme quelque chose d'infini. Il n'y a pas de limite à la découverte. Parce que la découverte va tellement loin qu'on se relie à toutes les sources. Et vos interprétations de ces œuvres, est-ce qu'elles ont changé en fonction aussi de vos états d'âme? Ou est-ce que quand vous avez trouvé, disons, la clé quelque part, le lien entre vous et cette œuvre, elle continuait à travers les années, ou est-ce que votre interprétation de la même œuvre changeait au cours de votre vie? Partiellement, je crois que ça a changé, partiellement, avec la maturité, la réflexion, mais dans son ensemble, dans son intégrité, je crois que ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'était ma capacité à transmettre. Donc, j'ai acquis peut-être une capacité à me libérer, à libérer l'œuvre, à libérer le son, à libérer certaines choses, certaines règles qu'on s'impose ou qui nous sont imposées. Ça, j'ai vu que cette belle phrase de vous, je l'avais lue quelque part, vous avez dit que effectivement la culture, la musique, c'est une forme de liberté,
Et cette liberté est une forme de beauté aussi. Oui. Liberté et beauté liées à cette musique que vous transmettez. Et donc le piano vous permet de la connexion avec les compositeurs, avec leur œuvre. Une première et puis la scène vous permet de vous connecter avec l'audience, le public. Et alors ça aussi, cette connexion, comment le public, elle va? il faut l'intégrer entièrement, à 200%. Donc il ne faut pas avoir de limite d'intégration avec le public. Il faut perdre, à mon avis, parce que moi, je vous donne un exemple, c'est moi. Donc je ne peux pas vous donner l'exemple de tous les gens qui vont sur scène avec un public, un piano ou un instrument autre que le piano. Je pense que le public, pour moi, c'est une intégration totale, c'est comme une famille. C'est même plus qu'une famille. C'est une communion? C'est une communion. On écoute tous ensemble. Vous voyez, je me mets un écouteur actif. Et les écouteurs sont aussi actifs. Donc on est en train de recevoir quelque chose, c'est sûr. Et est-ce que cette communion, cette écoute commune avec le public au Japon, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Europe, est différente? Est-ce que Là, c'est des cultures différentes. Donc la façon d'exprimer leur énergie, les gens, sont forcément différentes. Il y a des peuples qui sont beaucoup plus timides, qui s'expriment moins au niveau de leur manifestation à la fin du concert, par exemple, à la fin d'un morceau. Et aussi l'énergie qu'ils mettent dans l'écoute. Maintenant, je crois que c'est les cultures qui changent. Ce n'est pas vraiment l'essence de la capacité d'écoute. Je pense que celle-là, elle reste... C'est l'humain qui a ça. On est avec ça. Je crois qu'on donne trop d'importance à nos différences. Ah, ça c'est joli. Même une différence culturelle qui peut être énorme. Je suis partie très jeune en Europe du Nord pour étudier. J'ai eu un choc culturel terrible, terrifiant. Vraiment. Ah oui, vous avez senti ça portugaise en Allemagne. Oui. Et j'avais un choc tellement grand que j'étais presque malade. Et pourtant, aujourd'hui, je vois que je ne suis pas capable de voir que ces différences, toutes ces divergences et ces possibles conflits peuvent être complètement éliminés par votre capacité d'écouter. Et en Europe, donc, vous avez dit, au début, c'était un choc culturel, mais est-ce que vous pensez qu'on peut aussi dire que l'Europe, c'est quelque part un thème avec variation? Oui. Et qu'en fait, que partout maintenant où vous allez en Europe, est-ce que vous vous sentez quand même un peu chez vous? Je me sens chez moi partout en Europe. Et cette musique aussi que vous transmettez, mais il faut apprendre elle ça. Est ADN, elle est presque l'ADN oui. de cette culture européenne. Oui, que nous votre idée des variations est très belle, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Mais il faut apprendre ça. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnalités, organisations, tendances qui nous apprennent la discorde, qui justement cherchent à nous diviser. Et aujourd'hui, on parle ici de concordia, mais il y a beaucoup de discordia dans le monde. Il n'y a que ça aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est apprendre la guerre, c'est apprendre à aimer la guerre. C'est apprendre le conflit. Le discours du conflit appartient au monde aujourd'hui. C'est épouvantable. Mais donc on doit se faire la rébellion, on doit se défendre de cette on doit trouver les moyens. Est-ce que justement la musique, même si c'est pas bien de dire l'arme de défense, mais quelque part la musique, l'art,
La concordia, c'est Mais une ça a manière... toujours existé dans les cultures orientales, par exemple. La guerre, c'est pas la guerre, mais le dragon de feu, celui qui se rebelle, celui qui se défend du mal. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas faire la guerre, ni faire le conflit, ni provoquer, du moment où nous sommes en train de combattre ce qui va nous détruire. Ce qui va nous détruire, ça va nous détruire. Et si on ne combat pas ça, et ce n'est pas avec des armes, c'est avec une arme, une seule. Et donc, dans les temps que nous vivons maintenant, investir dans l'enseignement, investir dans les arts, dans les écoles, et pas que dans les écoles, c'est une manière de promouvoir la paix, Complètement. de construire la paix. Oui, on parle beaucoup de paix, mais on n'enseigne rien sur la paix aux enfants. Mais rien du tout. On enseigne la compétition. Je vois dans mon ex-métier de pianiste, je vois qu'il n'y a que la compétition qui compte, qui construit leur avenir, qui leur est imposé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont eu imposé, mais complètement imposé, l'idée et la règle que la compétition va les sauver. C'est un peu presque comme les politiques, comment dire, honteuses d'extrême droite, qui imposent les règles du moi et moi et mon ego. Ça impose ça. C'est simple. L'autre n'existe pas. On ne l'écoute pas. On ne sait pas quelle est sa misère, ni son problème, ni rien du tout. Et si c'est déjà une autre culture, c'est déjà mis de côté. Et même nos propres enfants sont éliminés par cette solidité de culture politique solide et méchante et complètement négative. C'est ça, il y a une énergie négative. Une énergie négative qui impose. Oui. Et là, de nouveau, nous pensons que par le patrimoine, et nous, avec notre organisation Europa Nostra, avec Centre National de Cultura, nous disons c'est justement la culture, le patrimoine, l'art, la musique. C'est un message positif. Et on a besoin de positivité dans un monde. On a besoin, on vit de ça, c'est notre respiration. On respire quelque chose, on doit respirer, on doit savoir sourire, on doit être capable de sourire à l'autre, pas seulement de prendre l'arme et le tuer, pas seulement d'avoir le désir d'être, de gagner. Le désir de gagner est quelque chose de terrifiant aujourd'hui dans l'humanité. Avant, il y avait des gens qui gagnaient des choses dans le sport, c'est bien, mais il y a une grande limite à la permission de gagner. Permission de gagner doit avoir des limites, doit être limitée, je pense. C'est un message fondamental. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous le savez, au niveau de l'Union européenne, évidemment, un des mots aujourd'hui stratégiques pour l'avenir de l'Europe, c'est compétitivité. Et donc, c'est l'économie, compétitivité de l'économie. Mais quand on dit la compétitivité de l'Europe, on ne se rend pas compte que ça se répand partout. Mais heureusement, dans 2 semaines, l'Europe va aussi publier la boussole culturelle de l'Europe, the Cultural Compass. C'est bien temps de faire ça, parce que je crois que si on ne fait pas ça maintenant, ça sera trop tard. En fait, on doit retrouver cette communion entre culture, religion, etc. Oui. Donc, comme vous dites, la différence n'est pas notre problème, c'est notre richesse plutôt. Et on devrait redécouvrir que c'est notre richesse. La Renaissance a été européenne. Donc l'Europe pourrait refaire la Renaissance, devrait. La Renaissance englobait tout.
il y avait une intégration, il n'y avait pas la séparation du cognitif, de l'artistique, l'artiste, celui qui a de l'imagination, l'inventeur, n'importe, et celui qui est professeur et qui, au fond, qui n'intègre pas. Il faut intégrer tout. Il faut intégrer, sinon on perd l'humain. On a perdu l'humain, on est en train de mourir. Il faut dire, non seulement avec les guerres, les génocides au XXIe siècle, les horreurs qu'on vit aujourd'hui sont une mort de l'humain. De l'humain. Représentent la mort de l'humain. Donc pour vous, votre compass culturel, votre boussole culturelle, c'est l'esprit de Renaissance, l'esprit de Renaissance et l'esprit d'humanisme. Et d'intégration et d'humanité. Ouais. Sauver l'humanité. Je suis une grande fan de l'intelligence artificielle. Ah oui? Oui. J'aime beaucoup la découverte de la science dans ça, de la capacité de transmettre tout ça. Mais si on arrivait à respecter l'humain, mais sacrifier l'humain, aucun scientifique ne serait d'accord. Le scientifique, il crée le chaotique pour découvrir. Il crée un chaos pour pouvoir découvrir. Et sa curiosité est super importante. Alors, on trouve rarement un vrai scientifique qui a l'esprit scientifique et qui n'intègre pas l'art, la science, l'histoire, le passé, l'idée du futur, voilà, l'intelligence artificielle, l'idée du futur et tout. Mais l'humain devrait rester intact. L'humain est au centre. Oui. Doit toujours rester bien au centre. Sûr. Le respect de la nature. Le non-respect de la nature est devenu insupportable, est devenu quelque chose qui nous dégoûte. Le non-respect du monde, de la planète, de la vie. C'est encore une fois question d'équilibre, du respect. Et j'imagine quand vous avez décidé, quand vous avez trouvé Belle Guys. Oui. Donc c'était pour vous aussi, j'imagine que cet esprit de lieu, il y avait une beauté de lieu, une nature extraordinaire, et que le choix, comment vous avez... est-ce que c'était la nature qui vous a attiré d'aller dans ce lieu? Ça m'a attiré la nature sauvage qui n'est pas touchée, qui n'est pas encore abîmée, qui n'a pas été... Surtout, ce qui me gêne dans la relation entre l'homme et la nature, ce qui me gêne, c'est l'exploitation. Tant qu'il y a la communication, la nature nous donne et nous découvrons. Mais c'est elle qui nous donne. C'est toujours le respect de l'humain et de la nature. C'est la nature qui nous alimente. Ce n'est pas nous qui sommes les humains égocentriques qui pensent qu'ils peuvent tout dominer. C'est ça, c'est aussi le sentiment de domination qui me gêne beaucoup aujourd'hui. Ça a toujours existé dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on a fait tellement de progrès au niveau scientifique, cognitif, au niveau technologique, à tous les niveaux. On a fait tellement de progrès que ce n'est plus admissible que l'homme ait cette, comment on dit, ce sentiment de dominer. Oui, des prédateurs. Prédateurs, mais le prédateur dans le mauvais sens, parce qu'on aime les animaux prédateurs, ils sont merveilleux, mais ils savent exactement où est leur limite. C'est ça. Nous, on ne connaît pas les limites.
Et les valeurs, quelque part, devraient être aussi ces points de repère. Et quand on parle de l'Europe aussi, quelque part, le socle du projet européen, ce n'était pas l'économie, c'était ces valeurs éthiques, esthétiques, écologiques. Ouais. Et peut-être aussi les valeurs d'empathie. Je sais que les valeurs d'empathie, c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup. Donc, que peut-on faire à ce que les valeurs reviennent au centre et qu'elles ne soient pas à la périphérie ou complètement oubliées? Mais vous savez, je pense, vous savez certainement que les valeurs dont on parle, et même j'aime beaucoup parler d'empathie, mais l'empathie aussi est une des valeurs importantes, sont le moteur qui construit notre monde, celui qu'on veut avoir. C'est ces valeurs-là. Sans les valeurs, je crois qu'on va à la destruction rapidement de nous-mêmes, de la valeur de l'être humain. Quelle est la valeur de l'humain? Pourquoi est-ce on se considère plus que les animaux? Pourquoi? Seulement parce qu'on est capable de réfléchir et de trouver des armes de destruction et de s'entre-détruire et de se détruire soi-même. Donc ce n'est pas une solution. Moi, je pense que c'est certainement pas une solution. Donc les valeurs comme je parle de l'empathie, la compassion, beaucoup d'autres valeurs humaines qui sont innées, qui sont là depuis notre naissance. Pourquoi ne pas les garder? On ne va pas perdre à cause de ça. Parce que moi j'ai de l'empathie avec quelqu'un, ça ne me fait pas perdre mes capacités de réfléchir, de réflexion, ni d'intelligence, ni rien. Au contraire, ça devrait vous faire sentir, élever votre esprit et vous sentir c'est un joyau. Les valeurs sont des joyaux. L'or dans le sens, les choses précieuses aujourd'hui sont devenues matérielles. Est-ce que c'est ça votre rêve européen, l'Europe basée sur les valeurs et qui nous aide à nous épanouir sur la base de ces valeurs? Moi, je pense que l'Europe basée sur les valeurs, c'est la vraie Europe. C'est l'Europe de la Renaissance qui peut revenir toujours, qui pourrait toujours revenir. Il faut la faire revenir. Et là, l'Europe commencerait à avoir une vraie valeur. En étant que le groupe divergent et d'où émerge toute l'énergie et toute la force. Chère Maria João, c'est un merveilleux message pour toutes les générations, pour la fin de cet entretien. Je sais que vous croyez au miracle. Moi aussi, je dirais. C'est vrai? Parce que pour moi, la preuve, vous et votre œuvre de votre vie, pour moi, c'est une des preuves des miracles. Que les miracles existent, que l'Europe existe et que la musique, ça nous aide à épanouir. Ouais. De nous épanouir comme individus et nous épanouir comme société. Merci de tout cœur. Muito obrigada, chère Maria João, pour cette conversation, cet entretien ici à Gulbenkian, où vous êtes chez vous, où vous avez joué, je pense, tant de fois. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour le prix Helena Vaz da Silva que nous allons célébrer ensemble demain. Merci d'être, je dirais, une grande prêtresse de l'Europe, de la culture. Merci beaucoup. Et de la musique et du patrimoine. Merci. Ce fut le premier épisode de la série de podcasts In Varietate Concordia, l'unité dans la diversité, une initiative prise
par Europa Nostra, ensemble avec le Centro Nacional di Cultura, dans le cadre du programme et du projet European Heritage Hub. Nous remercions la Fondation Calouste Gulbenkian d'être le partenaire de cette belle initiative et aussi nous exprimons la gratitude à la Commission européenne qui soutient le projet de European Heritage Hub. Au revoir, jusqu'à la prochaine épisode de notre podcast. Et d'ici là, parlez Concordia et parlez Europe.